Alors voici donc le 13e paragraphe du texte Kant, Qu'est-ce que les Lumières, avant-dernier paragraphe, qui va effectivement revenir sur la question de ce que c'est qu'un bon empereur et qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernement. On se souvient que dans les paragraphes précédents, Kant abordait désormais la question de la politique en réfléchissant à justement la manière dont un souverain éclairé pouvait gouverner son peuple. Et Kant, au paragraphe 12, était allé, on s'en souvient, très loin dans les propositions qu'il faisait, puisque, quand je dis très loin évidemment par rapport à l'époque dans laquelle se situe Kant, qui est la fin du XVIIIe siècle, Kant était allé très loin puisqu'il suggérait qu'un empereur pouvait absolument laisser une capacité de libre expression à l'ensemble de sa population sans craindre effectivement le moindre trouble. Donc Kant était là tout à fait dans l'expression, on pourrait dire, de la philosophie politique moderne, qui est une philosophie libérale, et Kant était absolument partisan d'une capacité de libre expression pour l'ensemble de la population, sans censure aucune, sur aucun sujet, qu'il s'agisse tant des affaires religieuses que des affaires de science, mais aussi, bien évidemment, et c'était là le point essentiel pour Kant, en matière de législation. Au paragraphe 12, Kant propose que les lois qui sont finalement décidées au sein du gouvernement ou par l'empereur lui-même peuvent être librement critiquées, nous dit Kant, par l'ensemble de la population, à condition bien sûr qu'une fois discutées, ces lois soient strictement suivies par l'ensemble de la population. Donc Kant défendait véritablement une thèse libérale, pour le coup, c'est-à-dire en demandant à ce que la population puisse être associée dans le débat public à la législation. On va voir que Kant, justement, termine son texte avec cet espoir, en essayant justement de montrer ce que serait le bon gouvernement, le gouvernement idéal, et une fois encore, on va le voir, Kant s'appuie sur la figure traditionnelle de l'empereur de Prusse, Frédéric II, qu'il connaît bien, qu'il flatte tout au long du texte, parce que pour Kant, on va le voir, c'est tout à fait un modèle d'équilibre. Même si Kant est un libéral, on va voir que tout au long du texte, je vous le rappelle, Kant n'a cessé de faire un mouvement de balancier entre libre de s'exprimer de façon publique, mais l'usage privé de la raison, il faut obéir. Et on l'a vu, souvenez-vous, dans les premiers paragraphes, Kant nous disait il faut donner la liberté à la population, mais pas trop de liberté. Les révolutions sont des choses plutôt négatives. Et on va voir que la fin du texte reprend son mouvement, cette forme d'entre-deux, une liberté, mais une liberté qui n'est pas totale. Je lis ce paragraphe. Kant écrit mais aussi, seul celui qui, éclairé lui-même, ne redoute pas l'ombre ou les fantômes, tout en ayant sous la main une armée nombreuse et bien disciplinée pour garantir la tranquillité publique, peut dire ce qu'un État libre ne peut oser, c'est-à-dire raisonnez tant que vous voudrez et sur les sujets qu'il vous plaira, mais obéissez. Alors, évidemment, de qui parle ce paragraphe? Eh bien, on le voit tout de suite par la métaphore qui est utilisée. On parle d'un individu qui est éclairé lui-même et qui ne redoute pas l'ombre. Alors évidemment, ce sont deux métaphores autour de la lumière. Je vous rappelle qu'on est dans un texte de Kant qui est le texte Qu'est-ce que les lumières? Aufklärung en allemand. Et donc, du coup, on retrouve ici cette thématique des lumières, de la lumière ou de son absence. Et cela fait écho évidemment au paragraphe précédent, paragraphe 12, où Kant nous parlait d'un empereur éclairé lui-même. Donc, c'est évidemment à cet empereur-là que le paragraphe 13 fait allusion. Donc, c'est celui, l'empereur, qui, parce qu'il a été éclairé lui-même, je vous rappelle ce que ça veut dire pour Kant, c'est-à-dire que le souverain, pour qu'il soit un bon souverain, doit lui-même être entré dans les Lumières, c'est-à-dire avoir, comme dit la formule des Lumières, aude sapere, avoir osé penser par lui-même. Donc c'est un empereur qui est capable de réflexion, qui ne se laisse pas aller à ses passions, à ses désirs, qui n'écoute pas l'opinion du premier venu. Bref, un individu capable de penser par lui-même et d'utiliser sa raison à bon escient. Dans ce cas-là, nous dit Kant, s'il a fait ce trajet qui l'a mené de la minorité à la majorité, dans ce cas-là, nous dit Kant, un tel empereur ne redoutera pas l'ombre. Alors, qu'est-ce que Kant appelle l'ombre ici? C'est bien évidemment par opposition avec cette idée des Lumières. Donc, c'est un empereur qui
n'aura pas peur finalement, par la clarté de sa raison, d'aller finalement s'opposer à des gens qui justement manipuleraient les opinions, manipuleraient les croyances, manipuleraient les discours non fondés, non réfléchis, donc les discours qu'on pourrait qualifier d'irrationnels ou de déraisonnables. Un tel empereur, nous dit Kant, s'il a été capable pour lui-même de faire usage de la raison, ne redoutera rien, effectivement, qui viendrait de gens qui sont restés mineurs ou même de tuteurs, c'est-à-dire d'individus qui, profitant d'une majorité, n'ont comme ambition que de maintenir la foule dans son état finalement de minorité. D'ailleurs, Kant ajoute entre parenthèses, il ne redoutera pas l'ombre et il ne redoutera pas les fantômes. Alors, qui sont les fantômes ici? L'ombre pour désigner en général toute pensée qui n'est pas passée au crible de la raison, donc toute pensée irrationnelle ou déraisonnable. Et les fantômes incarnent probablement dans cette phrase ici tous les individus qui se servent de cela. Donc les fantômes sont par exemple les prêtres qui veulent imposer, ou le clergé qui veut imposer, rappelez-vous, c'était l'objet des paragraphes 7 et 8, ce clergé qui voudrait imposer une censure sur les questions religieuses. Ces fantômes, ce peut être aussi des dirigeants qui ne veulent absolument pas accorder la moindre liberté au peuple. Bref, ces fantômes désignent tous ces individus qui ne savent pas comment se servir de la raison, qui maintiennent une tutelle illégitime sur le peuple. Et du coup, pourquoi Kant utilise ce terme de fantôme? Alors évidemment parce que les fantômes sont des êtres de l'ombre, mais aussi parce que finalement, pour Kant, ce sont des êtres évanescents, au sens où ils sont appelés à disparaître, puisque rappelez-vous, la conviction profonde de Kant, c'est que le progrès est en marche, que l'avènement de la raison va se faire progressivement dans les Lumières. Par conséquent, ces individus qui refusent aujourd'hui la moindre liberté intellectuelle au peuple, ces individus-là ne tiendront pas bien longtemps et disparaîtront. Ce sont donc pour Kant des fantômes, et un empereur éclairé n'aura aucun mal à passer à travers eux, parce qu'ils sont inexistants intellectuellement, et de toute façon, l'histoire les fera disparaître, alors que l'empereur éclairé, lui, guidera finalement, restera comme celui qui a permis les Lumières et donc traversera le temps. Du coup, Kant nous dit, quelle est la condition pour être un bon gouvernant? D'une part, être éclairé soi-même, donc il faut être un empereur des Lumières, un empereur éclairé, mais il y a une deuxième condition, nous dit Kant, tout en ayant sous la main une armée nombreuse et bien disciplinée pour garantir la tranquillité publique. Voilà le fameux mouvement de balancier de Kant. Il faut être éclairé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut autoriser l'anarchie. Il faut avoir des moyens, malgré tout, de maintenir la sécurité du peuple, de maintenir les équilibres au sein du peuple, d'assurer l'exécutif, c'est-à-dire d'avoir des moyens d'une police pour que les individus se conforment à la loi. Donc c'est toujours cette idée chez Kant, c'est-à-dire que on peut discuter des lois, on peut avoir la plus grande liberté dans le débat public, dans l'usage public de la raison, dit Kant, mais puisqu'ensuite il faut être au service de la communauté, il faut être au service de l'État, il faut être au service de l'institution, alors il faut que cet État, cette institution ait les moyens finalement d'imposer ces lois, ces règles, une fois qu'elles ont été discutées. Et donc là, il n'est plus question effectivement ensuite de laisser le peuple se dissoudre, il faut bien évidemment avoir des forces suffisantes au sein du régime pour maintenir la cohésion de l'État. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut trouver l'expression d'armée un peu brutale, mais d'abord, je vous rappelle que l'idée d'une police en tant que telle n'existe pas au XVIIIe siècle. Hein, on ne distingue pas une police d'une armée. Aujourd'hui, on distingue effectivement l'armée qui, normalement, a une fonction pour être projetée à l'extérieur du pays, et la police pour y avoir une action intérieure. À l'époque de Kant, il n'y a que ce qu'on pourrait appeler une armée. Donc c'est un premier point. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'en cela, Kant finalement ne fait que suivre la philosophie politique moderne. Je vous renvoie au cours sur la philosophie politique, qui s'est dès Hobbes a affirmé que le rôle premier du souverain était de garantir l'unité du peuple et le respect des lois qui ont été finalement promulguées. Hein, c'est l'idée de la République qui se place sous la tutelle du souverain, et il faut donc les moyens d'exercer cette surveillance et cette politique. Donc Kant finalement ici rappelle les principes de la philosophie politique moderne, sauf qu'ils sont tempérés chez Kant par cette idée de liberté, c'est-à-dire on peut discuter des lois, mais au moment où elles sont discutées, une fois qu'elles ont été discutées, une fois qu'elles ont été arrêtées, alors
eh bien, le peuple doit les suivre et doit obéir à ces lois. Et donc Kant nous dit, si l'empereur réalise ces deux conditions, si d'un côté il est pour lui-même éclairé, et si de l'autre il a malgré tout un bras armé, alors dans ce cas-là, il peut, nous dit Kant, faire ce que aucun État libre ne peut oser. Donc vous voyez que Kant nous dit, c'est pas parce que je parle de liberté depuis le début du texte que je suis pour un État complètement libre. Alors qu'est-ce que Kant appelle ici un État libre? On peut imaginer qu'il s'agirait on va dire, d'une nation sans pouvoir tutélaire, sans gouvernement fixe, sans force de coercition, ce qu'on pourrait peut-être presque assimiler à une forme d'anarchie. Vous voyez que ce n'est absolument pas ce que Kant propose. Au contraire, il nous dit il s'agit effectivement d'un gouvernement dirigé effectivement par quelqu'un qui est suffisamment éclairé pour conduire les individus justement vers les lumières. Il y a cette idée chez Kant que si on, rappelez-vous, hein, c'est ce qu'il avait dit au début du texte, si on libère trop vite les individus, il n'est pas sûr qu'ils s'acheminent vers les lumières. Ils peuvent au contraire profiter de ce peu de raison pour remettre sous la tutelle ceux qui les suivront. Et donc chez Kant, il y a cette idée qu'il ne faut pas libérer complètement tout d'un coup le peuple, il faut l'aider progressivement à acquérir cette lumière. Et c'est seulement quand effectivement tous les individus seront entrés dans l'état de majorité, qu'alors à ce moment-là, on pourra discuter peut-être d'un état complètement libre. Mais pour l'instant, nous dit Kant, il nous faut continuer, dit Kant, malgré tout, à maintenir les individus dans la cohésion pour permettre à ceux qui ne sont pas encore entrés dans la majorité de justement de recevoir le meilleur pour eux-mêmes et donc un jour de pouvoir entrer dans cette majorité. Du coup, l'empereur, le bon empereur, l'empereur éclairé, Kant nous dira, pourra avoir une formule, cette fameuse formule qu'on peut considérer comme paradoxale chez Kant, mais qui est intéressante, raisonnez tant que vous voudrez, et sur les sujets qu'il vous plaira. Donc, Kant nous dit, un tel empereur, un empereur éclairé comme Frédéric II peut dire, vous avez une liberté totale de raisonner sur tous les sujets que vous souhaitez quand vous le voulez. Donc, vous pouvez écrire, vous pouvez faire des textes, il n'y aura pas de censure, vous pouvez publier des recueils de théologie, vous pouvez interroger le culte, vous pouvez interroger les lois qui sont faites, vous pouvez interroger les sciences, les techniques, tant que vous voulez. Mais obéissez, c'est-à-dire que, mais quand il s'agira effectivement de l'intérêt public, quand il s'agira de choses qui ont un rapport avec le fonctionnement de la société, vous devez d'obéir parce que c'est pour votre bien. C'est-à-dire que c'est parce que c'est ce qui permet à la société malgré tout de fonctionner, de vivre ensemble. Et il y a, je vous le rappelle, chez Kant, cette idée que c'est seulement quand les individus quand les individus sont ensemble au sein justement de la société, qu'ils peuvent développer des qualités les uns avec les autres et donc s'acheminer progressivement justement en direction des Lumières. Donc, Kant veut que la société reste stable parce qu'il est persuadé que c'est tant que les individus resteront les uns avec les autres que progressivement, par les rapports que les individus auront entre eux, progressivement, la raison va se développer et progressivement, les individus iront vers les Lumières. Il y a cette conviction, je l'ai déjà dit, très profonde chez Kant, que à la fois qu'on retrouvera dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, cette idée que l'histoire va acheminer l'humanité vers une certaine finalité et que pour aller vers cette finalité, il faut que les individus soient en groupe, au contact les uns des autres, c'est-à-dire que la culture de la raison ne peut avoir lieu que quand les individus sont les uns avec les autres dans des rapports de raison qui les poussent à développer cette raison, à développer des lois morales, à développer des législations, etc., etc. Donc il y a cette idée chez Kant qu'il faut absolument sauver la société parce que c'est la base du processus historique et culturel qui doit nous conduire vers les Lumières. C'est pourquoi, nous dit Kant, on peut laisser la liberté de penser aux individus, mais il faut malgré tout maintenir la société, et pour cela, il faut justement une main, quelque part, un exécutif, il faut un empereur qui tienne les individus au sein de la société sous le règle des lois.